Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal sur les antennes de For You Télévision Africa. Au sommaire de cette édition, conflit rwando-congolais, rencontre entre délégués des FARDC et les responsables du M23. Bien qu'au sein même de l'armée congolaise, certains assurent qu'il ne s'agirait pas d'une réunion de négociation. C'est une initiative saluée par beaucoup qui y voient des signes d'une résolution pacifique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Alors, nous débutons avec le sommet Afrique-États-Unis. Et bien sûr, on vous retrouve Sike Doumbé et bien sûr Feu. La première réunion s'est donc terminée. Le compte rendu avec vous. Dans le cadre de ce sommet États-Unis-Afrique, les journalistes du moins, nous avons pu avoir accès aux premières à la salle durant on va dire les 30 premières minutes. Là, nous avons pu écouter 3 dirigeants, à l'instar du président américain lui-même Joe Biden, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, mais aussi le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Alors en ce qui concerne le président de l'Union africaine, parce que c'est comme ça qu'on l'a présenté, il a pris la parole, pas en tant que président du Sénégal, mais en tant que celui-là qui est à la tête de l'instance panafricaine. Lui, il a souhaité, selon ses dires, du moins dans son discours, partager 6 points, du moins 6 priorités avec les États-Unis. Et les voici, on va rapidement les citer. Il a parlé de paix, sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le président Macky Sall a également parlé de ce plaidoyer justement pour la réintégration des droits de tirage spéciaux et bien sûr la suspension du service de la dette. Le président Macky Sall est aussi revenu sur l'engagement soutenu dans l'investissement des infrastructures de développement. Donc il espère, il souhaite justement que les États-Unis s'investissent encore un peu plus dans le cadre des investissements infrastructurels en Afrique. Il a également rappelé que l'Afrique reste attachée aux accords de Paris sur le climat, rappelant justement que c'est un continent qui ne pollue pas, du moins, contrairement, si on veut comparer aux autres États, ça tout le monde le sait. Alors il souhaite que les différents États, tels que par exemple les États-Unis, bien sûr s'en tiennent aux conclusions justement attachées aux accords de Paris sur le climat, afin que l'Afrique, qui ne pollue pas, subisse pas tout comme les autres. Le président Macky Sall également a rappelé que l'Afrique souhaite travailler avec les États-Unis pour combattre la crise alimentaire. On sait que c'est un sujet très important ici, c'est un sujet qui revient d'ailleurs depuis hier. On en parle ici dans le cadre de ce sommet, la crise alimentaire. Le Macky Sall l'a dit, il veut donc que les États-Unis travaillent davantage avec les États africains sur cette crise alimentaire. Ensuite, il a parlé de gouvernance mondiale plus juste, inclusive, tout en remerciant aussi le président américain de soutenir ce projet d'intégration de l'Union africaine au G20. Et pour sortir, le président Macky Sall a plaidé pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. On le sait, il y a des sanctions depuis plusieurs années déjà contre le Zimbabwe. Il est revenu là-dessus. Il a souhaité justement que ces sanctions soient levées contre ce pays. À sa suite, Moussa Faki Mahamat, cette fois-ci le président de la Commission de l'Union africaine, a pris la parole. Il est allé dans le même sens, bien sûr, que le président Macky Sall, le président en exercice de l'institution panafricaine, tout en ajoutant également qu'il souhaite une solution africaine par les Africains. Alors voilà, c'était à peu près l'essentiel de ces différents discours. Comme on l'a dit plus haut, Joe Biden, lui également, s'est exprimé en amont. Il est resté égal à lui, mais en tout cas, son discours de la veille, on le rappelle tout simplement, il a pris la parole dans la même lignée, dans la même lancée. On sait qu'il a plaidé pour l'élargissement de ce partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. D'ailleurs, plusieurs contrats ont également été annoncés dans le cadre de ce sommet entre les États africains et bien sûr les États-Unis. Et on le rappelle, Joe Biden a promis que son pays va consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique, et ce sur 3 ans. Et puis donc
Concernant toujours ce sommet, Sikedombe, vous l'avez dit, tout à l'heure, les États-Unis déploient leur plus belle carte du côté de l'Afrique où bien sûr Joe Biden promet une enveloppe de 55 milliards de dollars sur 3 ans et ceci afin de lutter contre le terrorisme dans les régions les plus touchées d'Afrique. Une contre-attaque justement à la Russie qui ne cesse donc de gagner du terrain sur le continent africain. Nous dites-vous dans ce reportage, Kouichou. Où se tient actuellement le sommet États-Unis-Afrique. Pour contrer l'expansion russe en Afrique et regagner en influence sur le continent, les États-Unis promettent de consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur 3 ans. Le groupe paramilitaire russe Wagner intervient dans plusieurs pays africains qui connaissent des menaces terroristes. Le Grand Sahel, en Afrique de l'Est ou même encore en Afrique centrale, dans certaines de ces régions, l'aide militaire française et même européenne n'a de cesse d'être repoussée, tout comme l'aide des casques bleus, faute de résultats probants. La tenue du sommet États-Unis-Afrique, dans ce contexte géopolitique, est l'occasion idoine pour les États-Unis de déployer ces cartes. Nous sommes à l'écoute de ce qui est important pour les dirigeants de la région et des pays concernés. Et nous voulons comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Et pour aller plus loin, nous voulons nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour développer et renforcer nos forces de sécurité et vous aider à travailler sur votre modèle de sécurité d'une manière que vous jugez bénéfique et qui favorisera certainement la stabilité régionale, a déclaré Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense. Outre la sécurité, la question économique est également l'un, sinon le plus grand point focal de ce rendez-vous américain. Et puis toujours donc en prélude à ce grand rendez-vous de Washington, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a pris part à une table ronde privée intitulée MyCan Institute Invest Africa US. Il était donc question de porter un questionnement sur comment la finance peut donc constituer un atout majeur d'opportunité à l'Afrique. Et à cette interrogation, justement, le président Biya a apporté quelques pistes de solutions que vous découvrirez dans ce reportage signé Koumabité. De par son produit interbrut, qui représente environ 40%, le Cameroun est classé comme première économie de l'Afrique centrale. Il entretient, depuis 1962, des relations diplomatiques avec les États-Unis. Une diplomatie qui a permis de renforcer au fil des années l'économie du pays dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie et bien d'autres. 2022 est un nouveau cap pour les deux pays. Il est question de renouer et même de renforcer les partenariats au cours du sommet États-Unis-Afrique, un forum où le président Paul Biya y prend part avec sa délégation. Le président de la République, au cours de ce forum, n'a pas omis de poser sur la table la problématique que rencontre l'Afrique en matière de financement des projets. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies nationales. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement
est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec les sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. L'Afrique, bien qu'étant le continent ayant tout de même le plus grand pourcentage en matière de ressources naturelles, se voit aujourd'hui négligée par ces grandes puissances, malgré la présence de certains investisseurs. Joe Biden a donc en ligne de mire ce forum pour rétablir les relations entre le Cameroun et l'Afrique en général, pour une meilleure collaboration gagnante-gagnante, car, bien qu'étant un continent riche de ses ressources naturelles, n'intéresse pas seulement les États-Unis, mais aussi tous les pays occidentaux. Fin de la présence militaire française du côté de la République centrafricaine. Les 47 derniers soldats français de la mission logistique en République centrafricaine ont donc décollé ce jeudi 15 décembre 2022 à l'aéroport international de Bangui-Mpoko, alors que l'essentiel des 130 militaires français avaient déjà plié bagage ces dernières semaines. C'est donc en 2013 que Paris avait en effet déployé les premiers soldats, plus d'un millier en Centrafrique, théâtre d'un conflit entre la coalition Seleka à dominante musulmane qui venait donc de renverser le président François Bozizé et les milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka fidèles au président déchu. Le contingent français devrait alors participer au retour de la stabilité dans le pays et bien sûr à la réconciliation des FACA, les forces armées centrafricaines. Il s'agit là d'un départ qui intervient quelques mois seulement après le retrait définitif des militaires français du côté du Mali. Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal de l'information sur les antennes de For You, Télévision Africa, et vous faites bien, nous continuons donc toujours du côté de la République centrafricaine. Le 1er décembre dernier marquait la célébration de la fête nationale en République centrafricaine. Des mobilisations patriotes ont eu lieu en guise de commémoration dans la ville de Karnot en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hon Évariste Ngamana. Bégodé a suivi pour nous cette actualité, les précisions. La célébration de la fête nationale a eu lieu en différé à Karnot, en présence du cabinet parlementaire et de l'équipe de campagne chapeautée par l'honorable Évariste Ngamana, surnommé l'homme du concret. Les deux entités ont servi une grande mobilisation, un rassemblement populaire qui inspire la sympathie et la chaleur, accompagné de fanfares, de cris de joie, de danse traditionnelle. La présence des personnalités religieuses et communautaires a relevé le goût de cette grande célébration. Entrepreneurs, étudiants, écoliers et jeunes ne se sont pas sentis exclus de la mobilisation patriote. À Karnot, cette commémoration de l'an 64 de la fête nationale a donné lieu à la deuxième phase de remise d'engins à 2 roues au chef de groupe, l'honorable Évariste Ngamana, après avoir posé la première pierre du nouveau marché de la ville,
Accueilli avec engouement par les habitants de Carnot, l'élu de la ville éponyme l'a inauguré accompagné du ministre résident de la préfecture de Montbéret, Michel Niquez Nassin. Dans la même lancée, des leaders communautaires et quelques personnalités administratives et militaires ont été reçus par l'honorable dans son cabinet parlementaire. Et puis conflit rwando-congolais, nous vous l'annoncions justement dans les grands titres. Les délégués des FARDC et bien sûr les responsables du M23 ont pu s'asseoir le lundi 12 décembre 2022 autour d'une table de discussion. Bien qu'au sein même de l'armée congolaise, l'on assure qu'il ne s'agissait pas là d'une réunion de négociation. L'initiative organisée sous l'égide de l'Union africaine est donc saluée par ceux qui voient en elle des signes d'une résolution pacifique du conflit et bien sûr envenimer les relations entre Kinshasa et Kigali. Le point, c'est avec vous, Assam Zeli. Des premiers contacts formels entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont eu lieu le 12 décembre dernier. Cette rencontre, qui n'est pas un tête-à-tête de négociation, s'est tenue à Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Autour de la table de discussion, des délégués de l'armée congolaise, des responsables de la branche armée du M23 et des délégués de la facilitation kenyane et angolaise. Depuis le début de la crise, c'est la première fois qu'on se retrouve autour d'une table en terre congolaise des délégués de l'armée congolaise et des responsables de la branche armée du M23. Du côté de l'armée congolaise, l'on soutient que cette rencontre est une initiative de l'Union africaine et qu'il a été demandé aux éléments du M23 leur retrait sans condition des zones qu'ils occupent. Un message bien reçu par le groupe armé à prédominance Tutsi qui sévit à l'est de la RDC et qui se dit prêt à se retirer mais insiste sur la tenue d'un dialogue direct avec les autorités congolaises. La rencontre de Kibumba au sein de l'opinion locale suscite des réactions contradictoires. Si certains louent l'initiative et y voient des voies d'issue positives pour une issue pacifique à ce conflit, d'autres par contre restent sceptiques vis-à-vis du mouvement rebelle qui doit tout simplement se retirer du côté du Rutshuru. Selon l'ONU, la crise opposant à l'est de la RDC, les rebelles du M23 et l'armée congolaise a déjà causé le déplacement de plus de 23 000 personnes. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce mouvement à prédominance Tutsi, une situation qui a donné lieu à une véritable crise diplomatique entre le Rwanda et la RDC, et ce malgré les médiations menées par le président angolais Joao Lourenço ou encore l'ex-dirigeant kenyan Uhuru Kenyatta, qui plaident tous pour un dialogue constructif entre les différentes parties. Mesdames, Messieurs, ouvrons à présent cette page en économie. Ce 15 décembre 2022 est donc jour de mise en circulation dans les 6 pays de la zone CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale de nouveaux billets de banque de 500, 2000 francs, de 2000 francs, de 5000 et de 10 000 francs CFA. Et dites donc de gamme 2020, une nouvelle gamme justement qui arrive après celle de 2002. Soit 20 ans plus tard. Prenons plus de précisions dans ce reportage. Tout 2023. Alors que beaucoup d'Africains s'attendaient à un départ définitif du franc CFA en zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale a procédé ce 15 décembre 2022 à la mise en circulation de la nouvelle gamme de billets type 2020 dans l'ensemble de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, conformément à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala au Cameroun par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UMEC. Une mise en circulation qui vise un double objectif, a indiqué la BEAC, parmi lesquels avoir une longueur d'avance sur les contrefacteurs en fabriquant des billets comportant les signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables. À cet effet, du 1er mars au 31 mai 2023, soit pendant un délai de 3 mois, les billets de la gamme 1992 seront échangeables au guichet des banques commerciales et au guichet de la BEAC. Du 1er juin 2023
au 31 mai 2024, soit pendant un délai d'un an. Les billets de la gamme 1992 seront exclusivement échangés au guichet de la BEAC. Cependant, à partir du 1er juin 2024, les billets de la gamme 1992 ne seront plus échangés. Selon la Banque centrale des 6 pays de la CEMAC, que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale, chacune des nouvelles coupures est dotée de lignes tactiles situées sur le recto du billet, juste à côté du numéro inscrit sur la partie inférieure à gauche de la coupure. Ces lignes tactiles, identifiables au toucher, permettent aux malvoyants d'identifier les coupures de 500 francs, dotées d'une seule ligne tactile, les coupures de 1000 francs, qui comptent 2 lignes tactiles et 2000 francs, 3 lignes tactiles. Les coupures de 5000 francs et 10 000 francs sont quant à elles dotées respectivement de 4 à 5 lignes tactiles. Selon le patron de la Banque centrale des pays de la CEMAC, cette gamme dite du type 2022 consacre le principe d'homogénéité des signes monétaires et l'intégration sous-régionale au recto et toutes les dénominations et valorise également à travers ses iconographies au verso et toutes les dénominations, tous les vecteurs de l'émergence de la CEMAC qui sont l'éducation, la santé et l'agriculture moderne, ainsi que les thématiques sociétales de l'heure qui sont la protection de l'environnement et la place de la femme dans la société. Elle met en exergue les langues officielles des pays de la CEMAC que sont le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol, en les déclinant dans l'inscription banque des États de l'Afrique centrale et dans la valeur faciale des billets. Le Soudan a signé un accord de 13 milliards de francs CFA. C'était bien sûr le 13 décembre 2022. C'est là donc un accord au consortium dirigé par le groupe Hardy Port des Émirats Arabes Unis et Invecture Investment pour le développement d'un nouveau port et même d'une nouvelle zone économique en mer Rouge. Nous dites-vous dans ce reportage, Emma Mouto. Projet gigantesque dont le coût est estimé à environ 6 milliards de dollars donnera un puissant coup de pouce à l'économie nationale et apportera d'innombrables bénéfices à l'ensemble du pays, a déclaré le ministre soudanais des Finances, Djibril Ibrahim, lors de la cérémonie de signature. Le port d'Abou Hamama, qui sera construit au nord de celui du port Soudan, dans lequel transite la quasi-totalité des importations du pays et les exportations du pétrole du Soudan du Sud, comprendra une zone industrielle, un aéroport international et une zone agricole couvrant plus de 162 hectares, a précisé le ministre Ibrahim. Adeport Group est détenu majoritairement par l'ADQ, un fonds souverain d'Abu Dhabi, tandis que Invictus Investissement est dirigé par Osama Daoud Abdelatif, chef du DAL Group, le plus grand conglomérat du Soudan. Aux Émirats, l'agence de presse officielle WAM a indiqué que l'accord accordait au consortium le droit de développer, de gérer et d'exploiter des actifs portuaires de la zone économique au Soudan. La signature de l'accord a intervenu une semaine après que les dirigeants militaires au pouvoir au Soudan eurent signé le 100 décembre un accord cadre avec plusieurs groupes civils censés sortir le pays du marasme dans lequel il est plongé depuis le coup d'État mené en octobre 2021 par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Qualifiant le Soudan de partenaire commercial majeur des Émirats Arabes Unis, l'agence WAM a indiqué que les exportations du Soudan vers les Émirats se levaient à 1,86 milliard de dollars en 2020, tandis que les Émirats ont exporté 1,14 milliard de dollars de marchandises vers le Soudan au cours de la même année. Du
Monde Qatar 2022, les Lions de l'Atlantas du Maroc ont été battus par la France en demi-finale et sont éliminés de la Coupe du Monde avec des honneurs. La sélection marocaine arrivée au Qatar dans la peau d'un véritable outsider a déjoué tous les pronostics, laissant sur le carreau la Belgique, l'Espagne et même le Portugal. C'est là un parcours historique pour une sélection africaine en Coupe du Monde. Alors retour dans cet élément sur cette performance historique et même héroïque qui force le respect et même l'admiration. C'est avec vous, Nguéné. Cette défaite face aux Bleus de l'équipe de France élimine certes les poulains de Walid Regragui de cette Coupe du Monde, mais on retiendra surtout l'héroïsme dont ils ont fait preuve. Logé dans le groupe F aux côtés de la Belgique, de la Croatie ou encore du Canada, le Maroc prend à contre-pied tous les observateurs et crée la sensation en battant la Belgique et le Canada pour se hisser en tête après un match nul face à la Croatie. En huitième de finale, la méthode Walid Regragui prend tout son sens, bien que jugée ultra défensive. Face à l'Espagne, l'équipe se montre une nouvelle fois très appliquée et disciplinée, ne laissant aucune brèche à l'adversaire, grâce à une rigueur défensive incarnée par le tandem Naef Aguiar-Robin Saïs, soutenu par Akraf Hakimi Masraoui et Yassine Bounou. La montagne marocaine paraît tellement rocheuse que même le Portugal de Cristiano Ronaldo ne parviendra jamais à atteindre le sommet. Ce succès marocain est également à mettre à l'actif d'une génération dorée incarnée par des visages bien connus, Hakim Ziyech en l'occurrence, et de très belles révélations dont Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal. En chiffres, la Coupe du Monde du Maroc, jusqu'ici c'est 6 matchs disputés pour 3 victoires, 2 matchs nuls, une défaite pour 5 buts marqués contre 3 encaissés. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du Grand Journal de l'information sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.